drôle d'endroit pour une rencontre. Ravi de vous retrouver pour cette soirée spéciale que France 3 consacre au tandem culte de la chanson française, Serge Gainsbourg et Jane Birkin. Jane Birkin est mon invitée ici dans le 20e arrondissement. Je lui ai donné rendez-vous au studio Davout, ce qu'on pourrait appeler le Abbey Road français. Un lieu que nous allons faire revivre pour la toute dernière fois, car Davout ferme définitivement ses portes au moment même où la légende Gainsbourg s'écrit maintenant en mode symphonique. Vous avez l'impression d'être privilégiée, d'être chanceuse? Bien sûr. Mais vous avez créé votre chance aussi. Non, beaucoup, c'est de rencontrer quelqu'un au bon moment, quelqu'un qui vous a trouvé mignonne, quelqu'un qui a dit tiens, pourquoi pas, elle parle pas français, elle n'est pas très bien fichue, mais bon, moi je l'aime bien, c'est quand même rare. Et la drôle de rencontre de Jane Birkin, ce sera avec Jean-François Zigel. Il est compositeur, musicien, pianiste virtuose, et avec lui, ce seront des influences classiques de Serge Gainsbourg dont on parlera. Donc Chopin, utilisé par Serge Gainsbourg. Oui, alors effectivement, Chopin, apparemment, il aimait particulièrement. Donc il y a Jane B, donc c'est le prélude de Chopin en mi mineur. Pleurer. Oui, tout de suite. Tout de suite, jamais. Mais tout de suite, vous connaissez la tradition. Qui au juste est Jane Birkin? La réponse en images, elle est signée Bruno Donnet. Alors, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec cette idée-là, chère Jane Birkin, mais pour ce soir, je propose que nous essayions de faire de vous un portrait un peu intimiste. D'accord. Seulement voilà, il y a un risque, un danger qui nous pend au nez, qui est de déformer un peu la réalité. Moi, si j'accepte qu'un peintre ou qu'un cinéaste fait mon portrait, moi, je veux bien être déformé. Du coup, pour échapper à cet écueil, je suggère que vous vous racontiez vous-même. Pourquoi pas? Bien. Alors commençons, si vous le voulez bien, par votre fiche anthropomorphique. Signalement, cheveux, châtain. Ok, vous êtes donc anglaise, naturalisée française, mais avez-vous d'autres particularités? Pas de signe particulier, pas de don exceptionnel. Mais je suis là, vous me regardez. Nous nous sommes habitués à vous, c'est vrai, à vous et à cet accent à couper au couteau, Avant, j'avais un accent épouvantable. grâce auquel vous nous avez immédiatement séduit dès la fin des années 60, à l'époque où vous cherchiez si régulièrement vos mots. Un truc avec des taches qui fait... Comment ça se fait? Féline et fraîche, en guépard ou en guépière, votre accent britannique ne vous a jamais véritablement complexé. Vous trouviez cela pétillant, nous aussi. En revanche, vous vous trouviez beaucoup trop plate. Les autres filles ont de bonichons. Et moi, je reste aussi plate qu'un garçon. Que c'est con. Alors, lorsque devenus iconiques, des magazines de charme vous ont proposé de poser devant leur plus simple appareil, vous leur avez dit Oui. Oui. vous avez eu 3 enfants, 3 filles, la première avec le compositeur John Barry, Voilà, Kate. la dernière avec le cinéaste Jacques Doyon, Non, toi, t'es la fille de Jane Birkin. et la deuxième Ah, ça, c'est Charlotte. avec un drôle de zèbre. Ouais, mais la tête de chou, moitié légume, moitié mec. Un homme que vous avez aimé passionnément, J'ai filmé Serge tout le temps. Je n'ai pas arrêté de le filmer. mais dont nous parlerons plus tard dans l'émission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra patienter encore un peu avant que nous ne parlions précisément de vous deux. Actrice, vous avez tourné dans quelques comédies très populaires, notamment aux côtés de Pierre Richard. Alors, je suis à poil une fois dans le film, c'est tout. Dans une piscine où je tombe sur un homme grenouille. Mais aussi dans des films beaucoup plus intimistes chez Agnès Varda, par exemple. Est-ce que tu aimes qu'on te filme? Est-ce que tu aimes parler de toi? Oui. Toutefois, c'est votre carrière de chanteuse, d'interprète de Serge Gainsbourg qui nous a laissé les plus grands souvenirs. 69 En duo ou toute seule, votre capacité à exprimer dans un souffle si singulier autant d'intensité nous a régulièrement laissé sans dessus-dessous. Et dessous, c'est une gentille qui claque dans la tête. Un peu de claque. Enfin, des claques, vous en avez distribué quelques-unes. Engagé contre les chasseurs de sans-papiers, les geôliers d'Aung San Suu Kyi en Birmanie ou les reclus de Sarajevo. Je n'ai jamais vu des gens qui sont obligés de vivre comme des rats et qui sont aussi dignes. Oh. Et alors, si on peut pas les aider, alors vraiment, moi j'ai honte. Vous avez dépassé cette année les 50 ans de carrière. Et
je t'emmène. Vous nous avez déjà presque tout dit de vous toutefois, et parce que tout comme vous, nous ne sommes dupes de rien, on en reprendrait bien ce soir un petit peu plus. Même si on déballe tout, on ne dévoile pas grand-chose. Exactement. Excusez-nous beaucoup. Bonjour. Bonjour Jane Birkin. Bonjour. Ravi de vous accueillir ici au studio d'Avou. C'est gentil. Et merci d'avoir accepté l'invitation, vous nous aviez manqué. C'est gentil. Vous revenez avec un album majestueux, où vous reprenez des chansons de Serge Gainsbourg, mais en mode symphonique, on va en parler. Mais les studios d'Avou, vous les connaissez? Oui. Et ce qui est assez génial, c'est qu'on sera les derniers à pouvoir accéder dans ces studios d'Avou, parce que bientôt ils vont fermer. Oui, c'est triste, oui. Mais vous aimez les atmosphères de studio, la vie de studio? Pas tellement, non. Ça m'a toujours fait peur, en fait. J'avais peur d'être engueulée, pas de faire des choses bien. Il n'y avait pas d'excitation de ce qui allait se passer. Par contre, devant le micro et devant la personne qui vous a écrit les chansons, là, oui, parce que c'est émotionnel. J'aimerais qu'on le visite ensemble. Il y a un studio assez extraordinaire là-haut. Oui. Venez avec moi. D'accord. Hey Johnny Jane, toi qui traînes tes baskets et tes yeux candides dans les no man's land et les lieux sordides. Hey Johnny Jane, les décharges publiques sont les Atlantides que survolent les mouches quand t'arrives. Hey Johnny Jane, tous les camions à peine Voilà. viennent t'y déverser bien des peines infanticides. Hey Johnny Là, on arrive dans le cœur du studio d'Avou. Eh oui. Les plus grands ont enregistré les musiques de films ici. Il y a eu Georges Delru qui a fait la musique des films de Godard. On a vu tout à l'heure Les Demoiselles de Rochefort. Il y a eu l'affaire Thomas Crown aussi. Oui. John Barry? Oui, ici? Oui, Oh, sans blague, lesquels? pour Moonraker. Eh ben, James Bond. eh oui. C'est un endroit assez fascinant, justement, qui a été conçu pour pouvoir accueillir des orchestres symphoniques. Oui. Et il y a Serge Gainsbourg qui a enregistré ici la musique du Pacha de Georges Lautner avec Gabin. Je vous en montre un extrait. Noir de scélérat sur ta figure blême au mur des prisons, j'inscrirai moi-même pauvre con. Eh oui, là. Juste là, Ouais. ici où il regarde à travers la vitre. Il est chou. Il est chou, vous avez dit, de l'homme à la tête de Bah, chou. il était très chou, là. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir ces images? Pas grand-chose entre nous. Pas franchement. grand-chose. Mais non, il est chou comme tout. Mais c'est pas encore dans mes années à moi. Non. Donc en fait, ça me touche quand je l'ai connu. Là, c'est une curiosité comme ça. Les enregistrements avec Serge Gainsbourg, c'est vrai que ça se passait très vite. Bah, c'est-à-dire qu'il arrivait le lundi, il a écrit 2 chansons dans la nuit, même chose pour mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et le disque était fait. Et il n'aimait pas... Il avait un très grand respect pour les maisons de disques, de ne pas écouter cher. Oui, je suppose que c'était assez rapide. Donc en fait, ultra pro. Contrairement à l'image qu'on peut avoir lointaine, vous savez... Il avait besoin d'avoir le dos contre le mur pour écrire, à la fin en tout cas. Et il passait la nuit avec les cafés noirs et des cigarettes, Ouais. les nuits blanches finalement. Donc il survivait 4-5 nuits comme ça, mais c'était une agonie. Mais il ne pouvait pas faire les choses en avance. Il n'a jamais eu les choses un peu médiocres d'avoir dans ses tiroirs des chansons pour n'importe qui. Oui. Il écrivait sur mesure. C'est vrai que vous l'aviez vu parfois pleurer derrière la vitre du studio? Oui. Ouais. Mais c'était quelqu'un Parce de que c'était très extrêmement émotif. intense. Ouais. Mais très émotif. Il était quand même juif, russe. Et il y avait un âme slave quand même. Donc il y avait tout ce qu'il y avait de plus exultant en étant très, très, très drôle. Mais montant sur des tabourets avec les dernières blagues juives ou des dernières blagues belges. Est-ce que je t'ai raconté ça? Ben, voilà. Et terriblement triste dans 5 minutes après. Comme les enfants, un peu. Et pensant toujours qu'il aurait une autre chance, qu'il serait pardonné, parce qu'il ne pouvait pas résister non plus à blesser, parfois. Ouais. Surtout s'il avait le bon mot.
pouvais pas résister à ça. Quand tu disais, oh, Serge, quand même, franchement, là, tu fais tellement de peine. Il dit, oh, pardon, pouchi. Ici, c'est aussi un lieu où a été enregistrée la musique du film Cannabis, Ah, sans 1970, où vous avez joué avec Serge Gainsbourg. Mais je n'ai aucune mémoire. C'est quand même un désastre. Toi, tu te plaignais de penser. Mais moi, c'est 50 ans plus tard, tu verras. Oui. On s'en souvient de rien. Ah bon, c'était ici, Cannabis. Mais peut-être que je n'étais pas là pendant la musique du film aussi peu. Possible. Oui. Musique composée évidemment par Serge Gainsbourg. Oui, oui. Et c'est toute une époque. C'est vrai que ça vous paraît loin, ça paraît une éternité? Ah oui, Oui. ah oui. À quoi ça ressemblait la vie alors? Ah, c'était drôle. Je ne sais pas si c'est en rigolotant. Probablement. Mais bon. Différemment? Oui, c'était drôle. Mais oui, très différemment. C'était peut-être moins lourd. C'est pas tellement ça. Nous, on sortait tout le temps. Oui. À partir de... Dès qu'on couchait les enfants, hop, hop, hop. On était dans les boîtes de nuit et dehors. Je ne sais pas si c'était bon ou mauvais, mais en tout cas, c'était rigolo. Et puis, on rentrait une demi-heure avant que les enfants se levaient pour l'école. Ça, c'est pas une légende. Ah non. Vous rentriez juste avant que eux n'aillent à l'école pour Serge petit disait déjeuner, que les c'était accompagner. Peut-être même pas petit déjeuner. C'était... Ça, je disais, c'est comme des oiseaux dans les nids qui... Et après, ils allaient à l'école et vous alliez dormir. Exactement. Et moi, j'étais là pour 4h30 pour les ramasser de l'école. C'est une époque bénie pour vous? À cause de les personnes que j'ai traversées, notamment Serge. Et vous en avez une petite nostalgie? J'ai nostalgie des enfants, de comment ils étaient quand ils étaient petits. Kate me manque beaucoup. Oui. Oui. Non, j'allais revenir en fait à ces années 70 parce que on a l'impression, d'une époque de liberté, d'une époque où on pouvait dire, faire des choses peut-être plus spontanément, plus simplement, plus festivement qu'aujourd'hui. Je sais pas. On picolait pas mal. Hein. Oui. Donc je ne sais pas. Je ne sais jamais si c'était plus libre ou non. Je pense que quand j'ai revu mon légionnaire avec Serge et le gamin, lui qui pensait que c'était moins chaud s'il faisait ça avec un petit garçon, je suis pas sûre. Non, ça ce serait absolument impossible. Il y avait du soleil sur son front qui mettait dans ses cheveux blonds de la lumière. Il y a des choses de toute façon qui sont absolument impossibles. Il y a des images sexy de vous. Vous étiez à l'époque un couple absolument mythique, iconique. Et vous en jouiez avec cette image-là. Vous posiez avec les enfants. Vous posiez souvent nu. Oui. Ça n'a si, jamais été vulgaire. Mais tous les actrices font des... Enfin, tous les actrices, excuse-moi, pas tous les actrices, mais beaucoup des actrices ont des scènes à poil à faire. Ce qui était assez exceptionnel dans mon cas, c'est que je n'étais pas payée et c'était pas pour un rôle. Donc ça, en effet, c'était juste gratuit. Et c'était pourquoi? Par amusement? Oui, parce que c'était exceptionnel quand même pour moi que quelqu'un me trouve jolie. J'avais passé des années à l'internat où les filles disaient « Ah, tu es moitié garçon, moitié fille ». C'était une torture, une torture. Mais c'est tardivement que vous avez découvert que vous étiez ce qu'on appelle une bombe? À 21 ans, après un mariage raté. Oui, quand on est quitté à 19 ans, c'est difficile quand même. Oui. Et aujourd'hui, il y a quelque chose d'assez touchant dans la manière dont vous parlez du monde qui s'ouvre devant vous. Oui. Vous parlez toujours comme une jeune fille. Ah ben, je ne sais pas. Peut-être je revis le moment. Ouais, donc Jane Birkin, toujours curieuse. Ben, je trouve que ça sauve la vie, en fait. Je trouve que vous sortez de votre histoire et vous rentrez dans les histoires des autres. Et c'est ça qui est intéressant. On va rester justement dans cette pièce chargée d'histoire, mais on va passer de l'autre côté de la vitre pour évoquer votre carrière. Il y a ici quelque chose d'assez frappant dans ces studios d'Avoue, un drôle d'endroit. Vous allez voir pourquoi. C'est raconté par Alexandre Guetta. Notre drôle d'endroit cette semaine est désormais complètement silencieux. Il y a encore quelques mois pourtant, la musique résonnait partout. Les studios d'Avoue, c'est plus de 50 ans d'enregistrement musical et des chansons que vous connaissez forcément. Tout commence en 1932. Situé dans le 20e arrondissement de Paris, ce drôle de bâtiment était au départ un cinéma de quartier. 30 ans plus tard, en 1965, le son remplace les images, les studios d'Avoue sont créés
Et comme un clin d'œil à son passé, ce sont d'abord les musiques de films qui font la renommée du studio. Nous sommes des sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux, mi fa sol la. La bande originale des Demoiselles de Rochefort a été enregistrée ici même par Michel Legrand. Premier gros succès d'une très longue série, c'est ici que sont mises en boîte les musiques des aventures de Rabbi Jacob ou du grand blond avec une chaussure noire du très prolifique Vladimir Cosma. Le studio se forge une réputation d'excellence, notamment grâce à cette salle unique à Paris, 300 mètres carrés capable d'accueillir une centaine de musiciens. Une ville de liberté pour les différents hommes, des valises d'exilés, des juifs errants et des roms, aux mémoires de pogroms, aux grimoires raturés, des chemins d'Erevan, aux sentiers de Crimée. Vienne ciré, adieu tristesse, adieu. Durant près d'un demi-siècle, les plus grands sont passés par Davout, de Charles Trenet à Mireille Mathieu, mais aussi Prince, les Rolling Stones ou encore U2. Au total, près de 10 000 disques ont été produits entre ces murs jusqu'à cette année. Avec 50 musiciens, avec 70 musiciens, il n'y a plus de lieu à Paris pour enregistrer, donc c'est terrible. La mairie de Paris a décidé d'y installer une crèche à la place. Le 9 avril dernier, les studios Davout ont définitivement coupé le son. Une triste fin pour notre drôle d'endroit, qui restera un lieu mythique pour les musiciens passés par là. C'est la suite du drôle d'endroit pour une rencontre avec Jane Birkin. On est ici sous cette auréole dessinée par Philippe Stark avec vous, Jane. C'est vrai que vous écrivez et que vous écrivez depuis très 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 longtemps des carnets intimes? Oui. Que vous allez publier? Enfin, depuis que j'ai 12 ans. Quand les choses étaient vraiment excitantes, je n'étais pas là en train d'écrire. Donc, il n'y a pas des choses que j'espérais trouver, elles ne sont pas forcément là. Par contre, pour anecdotes délicieuses sur d'autres personnes, c'est parfois tout à fait charmant. Mais les états d'âme, qu'est-ce que c'est chiant. Et finalement, on ne change pas beaucoup. De 12 ans jusqu'à maintenant, ça me semble que c'était à peu près la même chose. Et ça, c'est fatigant. Et quel est le principal trait de caractère que vous avez découvert en relisant ces carnets? Oh, un caractère un peu chiant d'avoir aucune sécurité en soi, aucune confiance en soi. On pense que c'est sympathique, mais finalement, c'est très fatigant aussi, parce que, du coup, la jalousie, le panique, Je comprends que les gens partent, hein. Franchement. Ça, c'est le fil rouge. Oui, voilà. Vous comprenez qu'on ait très envie de le lire? Qu'on ait cette curiosité-là? Mais moi, je lis sur tout le monde, donc j'imagine. Je veux dire, j'adore de vous regarder les enfances des gens que j'aime. Donc de voir, l'enfance de Françoise Hardy, à quoi ressemblait le papa de Depardieu, ça explique tout, en fait. Je l'ai toujours trouvé qu'il était l'acteur le plus grand qu'on a eu depuis, je sais pas, Gabin, quoi. Et cette enfance... de garçons de la rue, comme ça, qui s'échappaient, qui n'avaient pas de règlement. Aucune règle. Libre, totalement libre. Oui. Et pour vous comprendre, qu'est-ce qu'il faut savoir? Je crois que si on voyait mes parents, mon frère, qui est beaucoup plus audacieux que moi, hein, ma petite sœur, si on voyait tout ça, je pense qu'on comprendra très bien. On vous comprendrait mieux? Oui. Moi, je me suis demandé plusieurs fois qui était Jane Birkin avant la France, avant Serge Gainsbourg. Alors, aussi incroyable que cela puisse paraître, figurez-vous que Jane Birkin a eu une vie avant Serge Gainsbourg. Jane, avant de rencontrer Serge, vous étiez déjà comédienne. Oui. Une vie artistique, bien sûr, qui a débuté lorsqu'elle n'était encore qu'adolescente. Une audition pour une pièce de Graham Greene à l'âge de 17 ans. C'est donc une audition qui lui a mis le pied à l'étrier, et pourtant, l'affaire n'avait pas vraiment bien commencé. Je me gourais de textes, j'ai tout oublié. Alors, ils ont dit ça, c'était très court. Alors, j'ai dit oui, effectivement. Est-ce que je peux m'en aller? Alors, ils ont dit non, c'est parfait parce que vous jouez un sourd-muet. Sourde et muette dans son tout premier emploi au théâtre, Jane Birkin est pourtant la fille d'une actrice britannique, Judy Campbell, qui avait, pour sa part, la langue extrêmement bien pendue. Isn't that what you're after, Miss Sutton? No. No? It's a good story. Not when there's a better one. Is there? You see, Mr. Kuloff, I'm not a sob sister.
I'm a crime reporter. Une mère dont elle a très longtemps pensé qu'elle n'arriverait jamais à l'égaler. Quand j'étais petite, je pensais quand même, elle est splendide et moi je suis un peu ingrat comme visage. J'avais des dents en avant comme des fusils dans une forteresse. Son père fut militaire, royal dans la Navy, et l'histoire raconte qu'il a, pendant la guerre, sauvé le jeune soldat François Mitterrand en l'embarquant à bord de son bateau. Il disait toujours que c'était rien ce qu'il faisait lui. Quant à son frère aîné, Andrew, eh bien, il s'est, lui aussi, très tôt passionné pour le cinéma. Le frère qui est l'assistant de Stanley Kubrick, je crois. Hein? Oui, c'est ça. Il n'est plus. Maintenant, il écrit ses scénarios, il va réaliser son premier film. Enfant de la balle donc, Jane Birkin a tout de suite, après le théâtre, tapé dans l'œil d'un grand photographe, Jean Loussieff, qui l'a rapidement propulsé en une des magazines. Ce soir, je dois faire une couverture pour Vogue avec une comédienne anglaise qui s'appelle Jane Birkin. Toutefois, c'est au cinéma qu'elle a réellement pris son envol, un petit rôle dans Le Knack de Richard Lester. J'ai débuté comme figurante dans Le Knack. Enfin, j'ai épousé le compositeur du film quand même. Elle y rencontre John Barry, avec qui elle aura sa première fille, Kate, puis une apparition dans le blow-up d'Antonioni. Jane Birkin s'y fait remarquer en un fait dénudé. Mini-scandale parce que j'étais à poil pendant 20 secondes. Scandale de poil, quoi. Et voilà sa carrière lancée. En France, le réalisateur Pierre Grimblat cherche une jeune comédienne pour donner la réplique à un certain Serge Gainsbourg. Et il tombe sous le charme de Jane. Une fille merveilleuse de naïveté et également une fameuse chippie. Nous sommes en 1968, elle arrive tout droit de Londres et elle a une petite particularité. Elle parlait pas français. Vous allez entendre. Voilà. Et si vous allez effectivement bel et bien l'entendre, c'est parce que nous avons remis la main sur une rareté. On voit le clap. On voit vraiment le clap. Le tout premier bout d'essai entre Jane Birkin et Serge Gainsbourg. Mais tu ne sais pas qu'elle fait ça pour me faire jalouse? Là, c'est merveilleux parce qu'elle a éclaté en sanglots durant son bout d'essai et elle a révélé, la comédienne, qu'elle était en puissance. C'est extraordinaire. Je sais que je l'aime, je sais ça. T'aimes pas moi? T'aimes pas moi. Elle a réussi à faire rire Serge Gainsbourg lors de ses essais. La suite, vous la connaissez, Jane Birkin et Serge Gainsbourg vont devenir un couple mythique, un emblème des années 70, dont on vous propose de feuilleter la légende avec nous tout à l'heure. C'est chouette, hein? Est-ce que vous imaginez parfois, et si je n'étais pas venu en France, qu'est-ce que vous seriez devenu? Est-ce que j'aurais osé, avec une mère tellement belle, est-ce que j'aurais osé me lancer dans le théâtre en Angleterre? Parce que c'était une comédienne très reconnue. Oui. En fait, c'est très logique que je suis allée ailleurs de peur de ne pas la ressembler et de me mettre même à parler un langage qui ne pourrait pas me reprendre de ne pas bien parler. Vous pouvez me reprendre, mais pas eux. Vous parliez de votre mère. Votre père, c'est très frappant. J'ai découvert que lui aussi, c'était un personnage considérable. Grand résistant, pendant la Seconde Guerre mondiale, il était sur son bateau à aller chercher en Bretagne. C'était très fort parce qu'il était le navigateur. Il faisait des missions où il venait tous les mois ramasser les gens derrière des îles planquées. Les Anglais? C'était des Anglais, mais c'était aussi des aviateurs qui étaient parfois canadiens, américains. Et papa attendait la résistance française. Et papa les ramassait derrière des rochers, les embarquait en Angleterre, où il déposait des personnes ou le matériel pour la résistance française pendant toute la guerre, oui. D'autant qu'il était jeune. Oui, peut-être qu'il avait 25 ans, oui. Mais ils étaient tous jeunes. Comment savoir instinctivement ce qu'il faut faire ou pas, ou contre qui vous allez être? Comment savoir que le fascisme ou le gouvernement de Pétain est profondément pas bon et que tu es prête à payer de ta vie? Ça m'épate, ça. Que c'est les histoires de ces résistants qu'il faut dire, qu'il faut raconter, plus encore que celui de mon père. Pour vous, la France, donc, c'était ces discours, ces histoires que vous racontez votre père quand vous étiez gamine? Ben non, il racontait jamais sur ses aventures à lui, parce qu'en fait, il avait ce qu'on appelle l'Official Secrets Act. C'est le décret pour garder tout ça secret jusqu'à 67. Donc je savais rien du tout avant 67. J'avais quand même 19 ans, 20 ans. Donc c'était assez tardif. Non, il nous gonflait pas avec ces histoires héroïques, non. Vous avez l'impression d'être privilégiée, d'être chanceuse? Oui, bien sûr. Mais vous avez créé votre chance aussi. Non, beaucoup sont des accidents. Beaucoup, c'est de rencontrer quelqu'un au bon moment
quelqu'un qui vous a trouvé mignonne, quelqu'un qui a dit tiens, pourquoi pas, elle parle pas français, elle n'est pas très bien fichue, mais bon, moi je l'aime bien, c'est quand même rare. Et il y a plein de gens où on n'a pas cru en eux. C'est le pire que quelqu'un vous dit, en essence, on n'a pas besoin de vous. Oui. On n'a pas besoin de vous. Vous comptez pour rien. Ça, c'est si blessant. C'est si blessant. Il y a peut-être un dosage d'anglais en moi qui fait que ça se fait pas de se plaindre. Jamais. Non. Et vous ne vous plaignez jamais, ce qui est très Aussi, frappant. je me plains en douce comme ça, beaucoup, comme tout le monde. Auprès de vos proches. Oh, si, bien sûr. Mais en général, je peux faire autant pas. C'est ma mère qui avait toujours cette théorème souris, le monde sourit avec toi. Pleure et tu pleures tout seul. Tomorrow is another day. Demain est un autre jour. Oui. Finalement, c'est une assez belle philosophie. Je trouve. On va revenir à ce qui fait partie aussi de votre carrière. La Cinémathèque vous a consacré une grande rétrospective récemment. Et quand on voit côte à côte tous les noms, les grands noms pour lesquels vous avez tourné, c'est vrai que ça donne le vertige. Rivette, Varda, Douaillon, Antonioni, René. Et la liste est longue, très très longue. Et pourtant, le cinéma, c'est terminé. Ah, pour comme moi, comédienne, comme actrice, c'est fini. Oui, à moins qu'il y a quelqu'un qui veut, je sais pas, faire une idée farfelue d'une vieille dame dans le désert, je sais pas, qui découvre des colonnes mythiques, je sais pas, un truc comme ça, ça serait marrant à faire. Mais sinon, je suis si peu crédible de toute façon, peut-être à cause de l'accent, mais aussi à cause de tout. Si peu crédible? Peu crédible comme faisant partie d'une famille française. Je peux même pas être la mère de ma fille. Au cinéma? Ça colle pas. Ouais, au cinéma. Le 70e édition du Festival de Cannes a commencé. Pour vous en avez de bons souvenirs de Cannes? Non, parce que j'étais une sorte de pin-up, que je me poussais sur les genoux de Jack Nicholson et tout ça pour les photos. Je trouvais ça marrant, mais bon, pas très sérieux. C'est devenu sérieux, en fait, à cause de Jacques Doyon, qui m'a donné mon énorme chance. Pour La Pirate? Oui, et c'était aussi en d'avoir 1984. changé ma carrière avec La Fille prodigue. Oui. Dans lequel j'étais vraiment bien. J'ai vu ça l'autre jour, j'étais épatée que ça aurait pu être aussi bien et c'est grâce à lui. Enfin, Jane Birkin qui trouve qu'elle a fait un truc bien. Oui. Qui est contente de temps en se temps. voir à l'écran de temps en temps. Mais La Pirate, c'est vrai qu'on a oublié cette époque où vous étiez l'amoureuse à la fois d'un homme et d'une femme. Oui. Ça avait créé un scandale absolument fou à Cannes. On a retrouvé des archives. D'où est venu le scandale? L'histoire est simple. Une femme mariée qui aime son mari est tombée amoureuse d'une autre femme. C'est Jacques Doyon et les interprètes de La Pirate qui allaient alimenter un barbecue qui restera dans les annales. Si on y croit à l'instant d'une heure et demie, c'est suffisant. Et il me semble qu'il n'y a pas de barrière pour ce genre d'amour-là. Homme ou femme, d'ailleurs. Enfin, ça me semble que, en la voyant, il me semblait la seule difficulté peut-être était elle pour moi. Mais le contraire me semblait, je ne veux pas sembler vicelarde, mais elle était très agréable. Et si on entre dans un musée de Rodin et on touche les fesses quand on passe, on n'est pas seul, parce que ces fesses-là, ils brillent, parce que le bronze était drôlement touché. Hein. Donc je ne suis pas seule. Qu'est-ce qu'il en reste de ce scandale-là, pour vous? La fierté d'avoir fait La Pirate. Ah, c'était quelque chose quand même. Et puis, à Paris, d'avoir les filles qui traversaient les parcs en disant « Merci pour La Pirate ». Donc j'ai rendu compte que j'avais fait une chose qui inspirait d'autres filles. Et c'était un magnifique film. Vous allez faire le voyage à Cannes? Non, j'ai pas ma place là. Votre fille Charlotte va y défendre les couleurs d'Arnaud Desplechin. Il faut pas aller à Cannes si tu n'as pas quelque chose à vendre, comme on dit. C'est vrai. Mais sûr. vous suivez ça quand même de loin? Bien sûr. D'abord comme cinéphile? Bien sûr. Ensuite comme mère? Bien sûr. Quand on vous dit Jane Birkin, muse, ouais. Vous trouvez ça, c'est offensant ou c'est positif comme c'est certainement manière de dire? pas une offense. Ah non, c'est pas une offense du tout. Mais bon, c'est des mots, hein. C'est comme des standing ovations. Les gens le disent, ça se fait, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Pas grand-chose. Je disais muse, c'est vrai que le mot, c'est un mot, c'est un concept et qui est souvent vide de sens. On s'est demandé aussi ce que Jane Birkin avait apporté à Serge Gainsbourg. La réponse en images.
la toute première fois que Jane Birkin a rencontré Serge Gainsbourg, sur le tournage du film Slogan. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'on ait assisté à un coup de foudre. La première fois que je l'ai vu, c'est Jane. Et c'est ce boudin anglais. L'aimable Gainsbourg est resté très imperméable au charme du boudin anglais, qui lui a retourné le compliment et la sensation de gêne. La première fois que j'ai vu, je trouvais c'était pas son visage vraiment, c'était son façon d'être. J'ai trouvé horrible. Bref, ce jour-là, Cupidon n'avait pas reçu de carton d'invitation et le bébé se présentait donc en siège avec le cordon autour du cou. Mais par la grâce d'un tournage au cours duquel l'eau de boudin s'est miraculeusement changée en eau bénite. Mais tu m'écoutes pas? Non. La carpe et le lapin ont fini par se dire Je t'aime, oh oui je t'aime. Ils se sont aimés follement, passionnément, ils ont arpenté conjointement tous les méandres de la sexualité de manière totalement libérée. J'étais partant pour tout, parce que je sortais du couvent. Mais surtout, ils ont formé un couple absolument mythique dans lequel la muse et le Pygmalion n'ont cessé de se sublimer mutuellement. Vous appelez pas Elisa, vous? Non, Jane. Jane comment? Jane Birkin. Alors ce que Gainsbourg a apporté à Birkin, on le sait déjà. Il l'a fait grandir artistiquement en transformant par petites touches la comédienne débutante en une interprète virtuose de ses mots. Si j'hésite si souvent entre le moi et le je, si je balance entre les moi et le je. Mais ce que l'on sait moins, en revanche, c'est ce que Jane a apporté à Serge. D'abord, elle lui a permis de trouver enfin un porte-voix à sa hauteur, une caisse de résonance capable d'accompagner dans la lumière tout ce qu'il n'osait pas montrer de lui-même. Je suis pas un cynique, comme d'aucuns prétendent, je suis un romantique. J'ai toujours été. Tout jeune garçon, j'étais un petit garçon timide et romantique. Elle lui a aussi permis de signer son plus grand succès international, Je t'aime moi non plus, grâce à son sens très aigu de l'interprétation. Je me suis mis au piano, nous avons gardé la tonalité Do majeur, qui a été l'original. Elle a pris carrément l'octave au-dessus, ce qui fait que ça a donné une couleur très particulière et très juvénile. Et c'est ça qui a fait marcher le disque. Enfin, c'est elle qui lui a encore inspiré l'un de ses plus beaux albums. Tu t'appelles comment? Melody. Mélodie comment? Melody Nelson. Avant de le prendre en main, de lui trouver un look, eh oui, le style jean répéto barbe de 3 jours, c'est elle. Tu étais la condition sine qua non de ma raison. Leur histoire d'amour aura duré 10 ans, mais leur collaboration artistique s'est prolongée bien au-delà, car Birkin et Gainsbourg, c'est aussi l'histoire d'un duo définitivement culte qui aura réussi à transformer le point final en point de suspension. Je t'aime, ... moi non plus. Vous qui le chantez, quelle est la chanson qui pour vous incarne le mieux ce qu'était Serge Gainsbourg? Les Deux sous chics. Pourquoi Les Deux sous chics? Parce que les Deux sous chics, c'est les Deux sous chics. C'est la pudeur des sentiments maquillés outrageusement rouge sang. Les Deux sous chics, c'est se garder au fond de soi, fragile comme un bas de soie. Il y a cet album qui est un très bel hommage à Serge Gainsbourg. Est-ce que parfois vous vous dites « Oh, il faudrait que je m'émancipe de cette histoire-là, que je m'émancipe de cette musique-là » Non. 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 Non, j'ai eu trop de chance qu'il écrit pour moi, de mes débuts jusqu'à sa fin. Je fais pas tout le temps, j'écoute pas en permanence chez moi, je suis pas obsédée. Voilà. Je trouve que c'est tellement magnifique, ce qu'il a écrit pour moi, notamment d'ailleurs. Tellement magnifique que je m'en lasse jamais, non. Est-ce que vous considérez, comme beaucoup de mélomanes, que l'album Melody Nelson, c'est le bijou, l'apothéose? Probablement la chose la plus originale, oui. L'homme à la tête de chou, pareil d'ailleurs. Pour moi, c'est deux œuvres
Majeur. Il y a des œuvres majeures, et il y a aussi des choses qu'on ne sait pas tellement. C'est-à-dire? Qu'il a écrit un roman. Oh bah si. Il a écrit un roman en 1980, Evgueni Sokolov. Sokolov, bien sûr. Et Sur les proutes. Exactement. Oui, J'allais bien vous sûr. demander l'histoire. Sur des proutes. Oui. Ah, c'était beaucoup mieux que juste des proutes, parce que c'est un homme, c'est un faucheton, en fait. C'est un faux air. C'est-à-dire que quand il pète, et ils mettent le crayon contre le papier, ça fait comme ça. Alors, il est considéré comme un très grand artiste à cause de ses défauts, si on Un peut gigantesque dire. peintre. Donc, c'était un clin d'œil contre tout le snobisme de le cercle d'art. C'est aussi quelque chose sur la fragilité d'un homme qui est obligé de rebouffer des trucs qui donnent l'épée pour continuer de faire ses chefs-d'œuvre et finalement se suicider en mettant un tuyau de son derrière jusque sur son visage pour se gazer lui-même. Ah non, psychologiquement, c'est fascinant. Mais il était très content parce qu'il utilisait un style qu'il disait que je ne comprendrais pas, mais tout de même, j'ai fini par comprendre. Shadé comme Madame Bovary. C'est fascinant et assez génial. Complètement. Et on a retrouvé une archive où Serge Gainsbourg en parle de manière très sérieuse et il le raconte à Bernard Pivot. Serge Gainsbourg, il y a une tradition dans cette émission, que ce soit l'auteur qui nous dise quel est le sujet de son livre et nous présente le ou les personnages principaux. En l'occurrence, là, il y en a un seul. Il s'appelle Evgueni Sokolov. Alors, qui est ce Evgueni Sokolov? A priori, c'est moi. Donc, il faut prendre ce petit livre comme un pamphlet contre la peinture. Et tous les arrivismes, quels qu'ils soient. Oui, alors, il faut quand même dire qui est ce personnage. Bon, il a une particularité physiologique. Oui, il envoie des vents. C'est ça, sans arrêt. Il ne peut pas se maîtriser. Non. Au contraire, il cultive. C'est ça. On l'entend parler et il garde son sérieux. Bernard Pivot aussi garde son sérieux quand il raconte cette histoire. C'est pris très comme au vous, sérieux. vous venez de le faire. Oui, c'est pris très au sérieux. Bah, c'est Gallimard. Non, mais du coup, oui. Ça rappelle aussi que c'était quelqu'un de très très drôle. Rire de peur d'en pleurer. C'est ça qu'il disait. Hein. Oui. Avant de clore ce tête-à-tête et d'accueillir votre drôle de rencontre, Jane Birkin, vous avez travaillé, vous avez rencontré les plus grands. Je vais vous soumettre des noms. Vous me dites juste ce qu'ils évoquent pour vous. Jean-Luc Godard. Séduction. Séduction? Michel Piccoli. Tout. Tout? C'est pas mal comme définition. Patrice Chéreau. Pourquoi vous avez des gens si séduisants dans cette affaire? Ce sont des gens que vous avez connus, Je bien connus. l'adorais, Chéreau. Amour. Amour? Il y a la lettre R en plus dans Amour. C'est vrai que c'est grâce à Patrice Chéreau que vous prononcez les R. Complètement. Avant Chéreau, Sans pas un accent R. anglais. Maintenant, impeccable les R. Encore des R. Patrick Devers. Triste. Antonioni. Gentleman. Et Catherine Deneuve. Chic. Chic. Pas mal. Jane, on avait très envie de vous faire rencontrer Jean-François Zigel. C'est un virtuose du piano, Oui, je sais. compositeur. C'est un musicien qui connaît ses classiques, qui connaît aussi très très bien la chanson. Je le suis. Le samedi, je l'écoute. Oui. Dans son émission Z. Exactement. Jean-François Zigel, pianiste, compositeur, virtuose, alchimiste. Bonjour. Vous vous connaissez? En perso, non. Non. Mais moi, je l'admire parce que je l'écoute. En tout cas, je suis très, très ému, moi, d'être ici, d'être à tes côtés. Et voilà, du coup, je ne sais pas quoi dire. Mais... Non, mais moi, je vais parler, en tout cas, parce que j'avais envie de vous réunir pour une raison très précise. C'est que vous, Jane Birkin, vous avez orchestré avec cet orchestre symphonique la musique et les chansons. Oui. Fait orchestré. Et vous chantez les chansons de Serge Gainsbourg. Et vous, c'est vrai que vous arrivez à travailler aussi avec des chanteurs d'aujourd'hui, avec Woolsey, Renaud, Obispo, Julien Doré, Brigitte, Isabelle Boulay, Véronique Sanson. Bref, c'est un album qui rejoint un peu cette démarche qu'a eu Jane Birkin, qui est de faire se croiser la musique classique et la chanson. Oui, alors c'est vrai que je fais partie des musiciens classiques, mais qui aiment beaucoup le jazz, les musiques du monde, la chanson. Et je ne sais pas comment dire, j'ai toujours l'impression d'avoir besoin des deux pour vivre. Oui. Un peu comme si la chanson, ça représentait toujours un fragment de temps,
un fragment de notre histoire. Souvent, on écoute une chanson, on dit, bah tiens, là, j'avais embrassé telle personne, ou il s'était passé ça, ou on dit, bah ça, c'est très typique des années 70 ou 80. Ça, c'est un marqueur de temps. Alors que le projet de la musique Moi, j'ai classique... plein de souvenirs, justement, sur des chansons que vous avez chantées. Je ne dirai pas... ouais, je dirais pas. Embrasser les séparations, on en parlera après, effectivement. Et alors, la musique classique a toujours, au contraire, un projet de faire une musique éternelle. Un compositeur se dit toujours qu'il compose pour la postérité. Et c'est vrai que Gainsbourg avait une immense admiration pour les compositeurs classiques. Mais alors, à chaque fois, on dit que Gainsbourg a utilisé le classique dans ses chansons. Et en fait, si on regarde bien, presque tout ce qu'il a utilisé, ce sont des compositeurs romantiques. Oui. C'est Beethoven à 2 reprises, Chopin à 3 reprises, Dvorak, Grieg, qui est l'objet de la première chanson de ton album. Et c'est surtout les musiques romantiques. Oui. Alors, je ne sais pas ce que ça dit sur Gainsbourg, mais... Vous, ce qui est étonnant, c'est que votre voix est devenue un instrument, en l'occurrence, quand vous avez réuni ces orchestres symphoniques qui vous ont accompagné dans des tas d'endroits pour ces chansons de Serge Gainsbourg. Quand vous chantiez, vous aviez l'impression d'être un instrument parmi les autres ? Oui, parce qu'il me laisse passer. En fait, il me laisse passer avec le piano très souvent. Mais il me laisse passer comme un instrument, en effet. Il me met en valeur tout comme il a fait pour les trompettes ou la harpe. Mais j'ai pas de concurrence trop, même pas du tout. Parce que ce qui me gênait, c'est l'idée qu'une petite voix comme moi chante avec une symphonique et ils sont tous obligés de mettre le pédale douce. C'est un peu chiant. Alors, j'avais peur d'abîmer leur affaire, en quelque sorte. Et là, je n'ai pas à faire parce que dans ces orchestrations, ils me laissent filer. En dansant là, j'avenais. Nous aimions le temps d'une chanson. Et c'est peut-être la prochaine étape, d'ailleurs, de faire interpréter Serge Gainsbourg avec un orchestre de jazz, on ne sait pas. Peut-être. C'est ce qu'il aurait fait. Sa dernier disque était le jazz. Tu imagines, le Richard avait déjà convoqué tous les jazzmen de New Orleans. Oui, c'était le jazz. Vous allez nous aider à comprendre ce qu'il y a de classique dans les chansons de Serge Gainsbourg. La preuve en piano ? Allons-y. C'est vrai, Jane, qu'il y avait un portrait de Chopin sur le piano de la rue de Verneuil ? Oui, la main de Chopin aussi. La main de Chopin ? Oui, oui. Il y a eu un moulage très célèbre, oui, de la main de Chopin. Mais tu disais tout à l'heure que Gainsbourg était un très bon pianiste de piano-bar. Ah oui, il connaissait toutes les comédies musicales. Ça suffisait de dire My Fair Lady, il faisait On the Street Where You Live. Et puis pour m'amuser, il faisait tout ce qu'on voulait. On faisait des cowboys et des indiens, comme ça, comme si c'était une harpe. Lui, comme ça, oui. Oui. Mais lui, il faisait des indiens, des cowboys. Maintenant, les indiens arrivent, etc. Et il pouvait... Un divertissement complet au piano. Donc Chopin, utilisé par Serge Gainsbourg. Oui, alors effectivement, Chopin, apparemment, il aimait particulièrement. Donc il y a Jane B, donc c'est le prélude de Chopin en mi mineur. Oui, tout de suite. Tu as un mouchoir. Mais pourquoi vous êtes si sentimental à lire Je ne sais pas. C'est à cause d'elle. Il y a eu le premier baiser, les voix du passé. J'ai l'impression d'être mort. Non, pas du tout. Et si, pris en avant. Et puis, il y a aussi il y a Lemon Inceste. Alors ça, c'est l'étude... il le fait en do majeur, d'ailleurs, au départ, qui est en mi majeur. C'est une étude, c'est la 3e étude. Mais c'est vrai qu'on peut en faire ce qu'on veut, parce que... Et ça donne ? On peut en faire ce qu'on veut, hein. Je t'aime plus que tout. L'amour que nous font,
Eh ben, on va continuer à propos d'une autre chanson de Serge Gainsbourg qui a été enregistrée ici, c'est Requiem pour un con. Et là, pour le coup, c'est Dvorak. C'est Dvorak, et ben, c'est pas si facile que ça à trouver. Non, non, non. Parce qu'il parle, on entend quand même clairement. Écoute les orgues, elles jouent pour toi. Il est terrible, cette terre-là. Si vous deviez faire le portrait musical de Jane Birkin au piano, qu'est-ce que ça donnerait? Oh, il faudrait que je réunisse beaucoup d'émotions différentes. Merci. Merci, Jane. Il fallait une touche de gaieté à la fin. Oui. Pour votre portrait. Oui. Je sais que tu m'as dit que tu préférais les accords mineurs. mineurs, mais j'ai pas pu m'empêcher d'un petit rayon de soleil pour toi. Merci infiniment, Jean-François. Oh oui. L'album L'Alchimiste, il sortira le 15 septembre prochain. Le 15 septembre. Merci. À bientôt. Merci. Merci, Jean-François. Jane, merci. On va d'abord fermer ensemble la porte de ces studios, puisqu'on sera les derniers à y être Bonne venus idée. et l'avoir investi. Il y a quand même des bambins qui vont arriver. C'est vrai, ceux de la crèche, quand ce sera devenu dans quelques mois une crèche maternelle. On vous retrouvera en Allemagne, à Lisbonne, à Tokyo, toutes les dates sur le site de France 3. Mais je trouve ça un assez beau symbole que vous refermiez la porte des studios d'Avou. Oui. On va passer par là. Regardez, on va passer derrière vous. Voilà, on va la fermer. On la ferme bien, on la claque. Allez.